Georges Luzolo et Alexis Passy. Après, vous complétez, posez la question d'abord avant page. Dans une interview du colonel Pika avec Sadio Morel, le colonel Pika a affirmé que vous avez reçu de l'argent après votre sortie de prison. Qu'est devenu cet argent? Il faudrait qu'il me le montre. Je ne sais pas où il est parti. Puisqu'il faut que M. Pika dise à quel moment il m'a donné cet argent et où je l'ai mis. C'est quand même curieux, cette façon de salir les gens. Moi, je n'ai jamais parlé de M. Pika, de ce qu'il a fait à Moutabala. Hein? Moi, de ma vie, je n'ai jamais pris un centime de PCT ou de Total. Il y a des gens qui ont des cartes permanentes de Total. Et moi, je n'ai jamais donné de l'ordre de ce qui s'est passé à Moutabala. Alors si c'est un colonel, il doit se respecter. Bon, je suis malheureux pour lui parce que j'ai appris qu'il a du mal à marcher maintenant. Il lui faut un fauteuil pour se déplacer aux États-Unis où il est. Mais c'est quand même un officier. Vous comprenez? On ne peut pas dire des choses pour le plaisir de dire des choses. Et je peux dire que, quand il dit ça, parce qu'il est du Nyari. Ça veut dire que le même complot qui va, il n'a pas le droit. Parce que c'est quelque chose de faux. Un officier a une parole. Et si je l'entraînais devant la justice pour qu'il me dise, bon voilà les preuves que Boukadi a reçu de l'argent. Est-ce qu'il va le sortir? Non. C'est bête et c'est enfantin, surtout pour un colonel. Alexis Passy, M. Boukadia pense-t-il indispensable la libération de tous les prisonniers politiques dans la configuration de cette conférence internationale? Naturellement, vous savez, comme je le dis, je ne le dis pas, mais je travaille pour leur libération. Même si on m'a demandé de ne pas trop m'impliquer, parce que s'il y a des prisonniers qui meurent, on va dire, ah oui, c'est Boukadia, parce qu'il s'est impliqué là-dessus, c'est pour ça qu'ils sont morts. Et je ne le dis pas par gaieté de cœur. On me l'a fait signifier clairement. L'avantage de libérer les prisonniers politiques pendant la conférence internationale, c'est que ces gens-là seront libres. Ils n'auront plus de remerciements vis-à-vis de déni. Moi, lorsqu'on a voulu me libérer avec la grâce présidentielle, j'ai dit non. Je ne peux pas accepter une grâce présidentielle. Cela ne veut pas dire que je lui manque de respect. Mais il n'a aucune autorité morale pour qu'il me donne, qu'il me libère avec sa grâce, qui n'a aucune valeur morale. J'ai dit non. Et si nous voulons que les prisonniers politiques aient de la dignité à leur sortie, et qu'ils soient indemnisés parce que arbitrairement détenus, il faut que cette décision vienne de la conférence internationale pour leur redonner leur citoyenneté, leur liberté citoyenne, et que leurs familles jouissent du bonheur d'être de nouveau avec eux. Sinon, ils seront soumis et il va dire, ah mais c'est moi qui t'ai libéré, hein? N'oublie pas. Là, vous imitez Zassou. Ah, je ne sais pas. Alors, Modeste Boukadia, il y a Rigo Banzouzi. Monsieur Boukadia, à quoi servira la conférence internationale qui sera tenue à Paris? Êtes-vous sûr de la réussir avec une diaspora à double face? Est-ce que vous considérez qu'il y a des diasporas? Non, mais vous savez, il y a des gens qui imaginent beaucoup de choses. Moi, je suis avec des gens avec lesquels je discute. Nous nous téléphonons avec M. Marc Mapingo, M. Ouabari, M. Malika, M. Yves Lekanda. J'ai discuté avec M. William Ota. J'ai discuté avec tout le monde. Évidemment, il y a certains qui disent qu'ils réclament la paternité, mais pendant qu'ils réfléchissaient, moi j'étais à la maison d'arrêt. Bon. Peut-être que de la maison d'arrêt, je suis sorti par la petite porte pour venir voler leur idée. Mais vous savez, moi, j'ai toujours travaillé seul. Rien ne dit que cette idée-là, je ne l'avais pas. Mais quand ils l'ont mis, je ne sais pas s'ils l'ont mis en ligne, le plus important, ce n'est pas
la paternité. Le plus important dans une idée, c'est de la rendre effective. Et j'ai pris dernièrement l'exemple d'Harley Davidson. Est-ce que c'est intéressant d'avoir une idée, de la mettre dans son tiroir et qu'elle reste là des milliers d'années? Ou vous avez une idée, au même moment, plusieurs personnes ont la même idée, et puis finalement on la met en marche et elle soit concrétisée. Je crois que le plus important, c'est la concrétiser. Et il faut reconnaître que j'ai cette facilité d'ouvrir les portes, et de grandes portes, comme je l'ai dit. En 2001, j'ai rencontré Kofi Annan. En 2014, Ban Ki-moon, j'ai discuté avec lui. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui ouvre les portes des Nations Unies. Hein. Oui. Il n'y a que les États. Alors allez-y comprendre pourquoi. Si j'arrive à les ouvrir. Hein. Donc, il nous faut aller ensemble dans cette diaspora, aussi disparate qu'elle puisse paraître. Elle paraît seulement. Mais dans l'essentiel, nous nous retrouvons. Et c'est dans cet essentiel-là qui compte. Et l'essentiel, je le redis, le départ de Sassou Nguesso. Voilà, l'essentiel c'est ce départ. Il y a Elvis Kakou qui est là, qui pose la question. Nous allons faire simple. Répondre par oui ou non, si vous permettez, M. Boukadia. M. Boukadia, êtes-vous pour la scission du Congo? Cette affaire de la création, c'est la première question. Il dit juste par oui ou non, en fait. Comme ça, on va avancer. Elvis Kakou. Cette affaire de la création de la République du Congo avec un cas est un faux procès que l'on vous fait. Regrettez-vous que cette histoire ait sémé la confusion dans l'esprit de certains de vos compatriotes? Bon, je ne suis pas pour la scission du Congo, pour la simple raison, je ne l'ai jamais dit. Voilà, donc ça c'est non. Deux. Est-ce que c'est un faux procès, le fait que vous parlez de la République du Congo avec un cas? Je n'ai jamais parlé de la République du Congo avec un cas. D'accord, donc, c'est pas votre affaire. Non. Vous voyez qu'on vous prête beaucoup de choses, oui, j'attends la suite. Regrettez-vous que cette histoire ait semé donc la confusion dans l'esprit de certains de vos compatriotes? Ce que je regrette, c'est que mes compatriotes n'ont pas su lire, n'ont pas su interpréter, n'ont pas su comprendre ce que je disais. Et c'est ça ce qui est regrettable, parce que nous avons perdu du temps sur des débats inutiles, alors qu'on aurait déjà avancé depuis longtemps. Voilà. Je regrette que mes compatriotes n'aient pas su lire et su comprendre que j'offrais une belle opportunité pour le Congo. Et ce n'est pas de leur faute. C'est le jeu de Sassou qui a répondu par la force en faisant comprendre aux gens que j'avais été condamné arbitrairement parce que j'avais parlé de partition. Alors qu'il aurait pu dire que je le condamne parce qu'il avait demandé l'union nationale. C'est ça la vérité, les faits. Et les Congolais, j'espère que cette fois-ci, vont comprendre que la question, ce n'est pas la scission, parce que je n'ai jamais prononcé et je n'ai jamais voulu la scission du Congo. La question est, oui ou non devons-nous aller à l'union nationale? Oui ou non devons-nous avoir une culture nationale? Oui ou non devons-nous vivre dans une nation avec les mêmes principes, avec un État, avec des institutions fortes de la République, qui ne sera pas capté, qui ne sera pas sous la domination d'un clan, d'une famille, d'une ethnie ou d'une tribu. Voilà. Est-ce que nous sommes d'accord sur ça? Ça, c'est l'essentiel. Moi, je suis pour la création, pour que le Congo devienne réellement une nation. Et de cette nation surgisse la République avec un État. Quand le président, quand il était en exercice, Jean-Louis Debré, le président de la Cour constitutionnelle, il m'avait reçu. Il m'avait tenu par le bras en me disant, mon cher Modeste, vous n'avez qu'un seul problème au Congo, il n'y a pas d'État. Mettez les temps en place et les choses vont se régler. Mettons les temps en place. Le président Barack Obama, dans son discours à Dakar, qu'est-ce qu'il avait dit? L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin des institutions fortes. Donnons au Congo des institutions fortes. C'est pour ça que je propose
que lors de la conférence internationale, nous allons mettre les garanties d'avoir des institutions fortes pour ne plus vivre ce que nous avons vécu lorsque le PADES n'a pas voulu qu'on installe les institutions. Le PADES, c'est lui qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Si le PADES avait permis que le gouvernement de M. Milongo mette en place les institutions de la République telles que nous les avons conçues à la conférence nationale, nous n'aurons jamais eu la guerre de 93, de 94 et de 97. Mais c'est parce que nous n'avons pas eu des institutions. Parce que les institutions qui étaient mises par l'UPADES lorsque le président Lusouba a gagné les élections, c'était des institutions de l'UPADES. Et vous le savez tous. Ils se permettaient de limoger des gens avec des fax. Parce qu'il n'y avait pas d'État. Et Sassou est revenu faire la même chose. Donc, revenons à la case départ. Mettons en place des institutions qui se feront par un gouvernement d'union nationale pendant une période de transition que personnellement, après étude, sera d'une durée de 5 ans, le temps que ce gouvernement travaille, mette en place les institutions, organise un recensement général de la population de l'habitat. À partir de nous avons déjà contacté l'Union européenne pour le recensement général de la population de l'habitat parce que l'Union européenne est habilitée à les instruments adéquats pour ça. Cela nous permettra de connaître exactement le degré de pauvreté de la population du Congo. À partir de cette pauvreté de la population du Congo, nous pouvons donc déterminer quelle est la masse monétaire que nous allons mettre en circulation pour pouvoir appliquer à chaque Congolais un PIB de richesse. Et à ce moment-là, nous pourrons lancer des programmes d'investissement, des entreprises qui permettront aux Congolais, qui pourront embaucher les Congolais et que le Congolais aura à ce moment-là des revenus dignes. Voilà ce que je propose. Et pour cela, bon, bien entendu, le pouvoir actuel a tellement sacrifié la jeunesse. Il n'y a plus d'école. On fait semblant, ce sont des garderies qui sont au Congo. Eh bien, nous allons supplier cette carence par la création de la formation professionnelle. Il y a des jeunes qui seront sacrifiés, qui ne feront pas des études. Mais nous allons les mettre dans la création, dans la formation professionnelle et dans l'apprentissage, pour qu'ils aient de l'emploi, pour qu'ils soient dignes, pour qu'ils ne vivent plus chez papa et maman. Vous vous rendez compte, la population du Congo est à 65% constituée de jeunes, et ces jeunes-là ne travaillent pas. Comme ici, dans Paris, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes qui errent ici, qui sont des intelligences, mais qui n'ont rien. Donc, il nous faut, je crois, nous dépasser de nos intérêts personnels d'être ministre, mais de nous mettre au service du Congo pour amener le Congo à avoir des institutions fortes qui vont permettre le Congo à être stable et d'avoir de la crédibilité que nous permettront de négocier avec les institutions internationales.